Bonjour, bienvenue dans cette chronique économique que j'anime cette année sur Blast. Mon but sera simplement de vous expliquer comment fonctionne l'économie afin que vous compreniez un peu mieux le monde de dingo dans lequel nous vivons. Pour cette 6e émission de Comprendre l'éco, j'ai choisi de vous parler des politiques d'austérité qui se mettent en place en ce moment en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, bref, un peu partout en Europe. Après le quoi qu'il en coûte, les robinets budgétaires se ferment partout. Mais pourquoi ? Et surtout, est-ce que ça va marcher ? Notre pays est l'un de ceux qui est le plus intervenu pour protéger et accompagner les jeunes, les travailleurs, les entrepreneurs. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume, car il a permis de préserver des vies et de protéger des emplois. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. L'austérité, c'est tout simplement la baisse des dépenses publiques. Le but évident, c'est de réduire les déficits et les dettes publiques. Mais si jamais ces politiques étaient vouées à l'échec, si en plus d'aggraver le chômage et la pauvreté, d'abîmer encore un peu plus nos services publics, ces politiques aggravaient, mais oui, l'endettement public. Ce serait fou, non ? Commençons par le commencement. Nous avons donc décidé de réviser la croissance de 1,4 à 1% pour 2024, avec comme objectif de garder la maîtrise de nos finances publiques. Et donc, comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien, il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Si Bruno Le Maire a annoncé il y a 2 semaines une coupe dans les dépenses publiques de 10 milliards, c'est parce que la croissance va être plus faible cette année que la prévision faite par Bruno Le Maire lorsqu'il a élaboré son budget pour la France à l'automne dernier. Moi, je maintiens les prévisions de croissance pour 2023 à 1%, pour 2024 à 1,4%. Quand un ministre des Finances fait son budget, la première chose la plus importante, c'est sa prévision de croissance du PIB. Le PIB, vous le savez, c'est le produit intérieur brut. C'est la totalité des nouvelles choses qui sont produites en France chaque année par les entreprises, mais aussi par ces grosses feignasses de fonctionnaires et même, tenez-vous bien, par les associations, du moment qu'elles rendent des services payants. Revenons à l'automne dernier. L'Allemagne, qui est la locomotive économique du continent européen, était déjà en récession. Ce pays a en effet fait 2 choix majeurs qui lui ont longtemps été très bénéfiques, mais qui se retournent contre lui en ce moment. D'une part, l'Allemagne avait fait le choix de s'approvisionner en gaz russe. Et on sait ce que ça implique depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il y a maintenant exactement 2 ans. D'autre part, le premier client de l'Allemagne, c'est la Chine. L'Allemagne vendait ses bagnoles et ses machines-outils par brouette entière aux Chinois. Mais voilà, les constructeurs automobiles allemands ont fait une énorme boulette. Ils n'ont pas cru à la révolution électrique, à l'inverse des Chinois, qui ont tout misé dessus depuis 2 décennies et qui défoncent actuellement le marché automobile européen. Bref, l'Allemagne était habituée à une énergie pas chère, le gaz russe, et à des débouchés garantis pour son industrie, l'immense marché chinois. Or, elle a perdu les 2. Le pays est dans une panade économique totale. Or, moins l'Allemagne vend à la Chine, moins elle achète de vin, de sacs de luxe, de fromage à la France, moins les touristes allemands viennent chez nous. L'Allemagne est en effet notre premier partenaire commercial. À l'automne dernier, on savait tout ça. Et on savait aussi que les salaires, s'ils augmentent en effet en France, sont en retard sur la hausse des prix. On avait également, souvenez-vous, à la fin de l'année dernière, des chiffres très mauvais sur la construction de logements en France. Bref, l'année 2024 s'annonçait très mal. Les organismes de conjoncture prévoyaient tous une petite hausse du PIB de la France de l'ordre de 0,8%. Mais Bruno Le Maire avait retenu tout seul comme un grand
un chiffre idiot pour la croissance du PIB, 1,4%. Et donc, il est venu à la télé, il y a 2 semaines, nous dire que, oups, il s'était trompé, et que ce ne sera finalement pas 1,4% de croissance, mais seulement un petit pourcent. Vous venez nous annoncer que la croissance de la France est moins forte que prévu, donc vous ne maintenez pas votre prévision de croissance de 1,4%? Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%. Et on sait, comme souvent avec Bruno, qu'il se trompe encore et toujours, ce sera moins. Est-ce que ce sera 0,8%? Est-ce que ce sera 0,6%? Là, personne ne sait. On verra le résultat à la Saint-Sylvestre. Je comprends très bien que ces pinaillages de chiffres puissent vous ennuyer. Mais ils changent tout. Pour ma part, j'ai toujours trouvé grave l'attitude des ministres des Finances qui se disent volontaristes, qui refusent de sombrer dans le pessimisme et qui retiennent donc des prévisions de croissance supérieures à celles des organismes où travaillent des gens intelligents, compétents, honnêtes, qui font, eux, sérieusement leur boulot. Je pense que Bruno Le Maire devrait tout simplement faire la moyenne des prévisions des organismes de conjoncture et retenir cette valeur comme perspective de croissance du PIB pour l'année suivante. Car s'il faisait ça, quoi qu'il arrive, il aura eu raison. La croissance est conforme aux prédictions, le budget est respecté, c'est parfait. La croissance est supérieure aux prédictions, eh bien c'est très bien. Il reste de l'argent à la fin de l'année pour faire des trucs. La croissance est inférieure aux prévisions. Le ministre ne peut être blâmé, il n'a fait que suivre le consensus des experts. Chabit, on n'a pas le droit de retoucher son père et hop, je suis perché. Mais malheureusement pour nous, Bruno Le Maire n'a pas fait une boulette seulement en octobre dernier. Il creuse le déficit comme un malade. Je vous donne quelques chiffres. De 2017 à 2019, le déficit annuel était en moyenne de 75 milliards d'euros. En 2020, année terrible du Covid, ce déficit est passé à 200 milliards. OK. Mais depuis, il n'a pas du tout retrouvé ses niveaux d'avant. Il explose complètement. Écoutez bien, 140 milliards de trous en 2021. En 2022, toujours pire, 150 milliards. Et l'an dernier, 170 milliards de déficit. Ce n'est plus un État, c'est une usine à chèques sans provision que dirige Bruno Le Maire. Et donc, ces déficits annuels s'accumulent dans un gros stock que l'on appelle la dette publique et dont je vous ai déjà parlé. Et donc, ces jours-ci, Bruno est rattrapé par la réalité. Dans quelques semaines, les agences de notation vont réviser la note de la France et si rien n'est fait, elles vont la baisser. C'est pour ça que Bruno a sorti ses petits ciseaux et qu'il coupe dans les dépenses publiques. Coupe, vas-y coupe, je vous perds jamais. Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite, ça sert à rien, vous n'aurez pas un centime, rien. De son côté, la Commission européenne a publiquement fait savoir que la France ne respectait pas ses engagements européens et que donc, elle allait se faire taper sur les doigts. En effet, l'Union européenne vient de ressusciter le pacte de stabilité et de croissance qui avait été mis en sommeil depuis le Covid. Quelle est l'idée de ce pacte? Je vous explique, ne m'engueulez pas si ça ne vous plaît pas, je vous dis juste comment ça marche. Le point de départ, c'est que les pays européens qui sont membres de la zone euro ont un bien en commun, l'euro précisément. Et que, si nous souhaitons que les épargnants américains aient envie d'acheter de la dette publique, française ou italienne, il faut que l'euro leur inspire confiance. Or, si les dettes publiques sont trop élevées, ils n'auront pas confiance, ces gentils salariés américains qui placent leur future retraite chez nous par l'intermédiaire de ce que l'on appelle les fonds de pension. Et s'ils n'ont pas confiance, l'État français et l'État italien devront leur verser des intérêts plus élevés sur leur dette publique, qui nous coûtera donc de plus en plus cher.
L'immense erreur de Maastricht, cela a été de créer une banque centrale indépendante. La BCE pourrait très bien en effet financer les dettes publiques des États européens, comme le fait la Federal Reserve, la Banque centrale des États-Unis, avec son gouvernement. Mais je pense pour ma part que cette erreur de Maastricht est irréversible. Les Européens et les Français tout particulièrement sont attachés à l'euro. Il n'est pas du tout raisonnable de vouloir revenir au franc. C'est une idée de vieux. Mes étudiants n'ont connu que l'euro, ils ne savent même pas ce que c'est que le franc. Et vous, les partisans du Frexit, vous voulez vraiment créer un bordel sans nom en sortant la France de l'euro, en sortant la France de l'Union européenne? Je pense que si vous voulez le chaos et l'arrivée au pouvoir dans notre pays de vrais gros fachos, ça me semble le meilleur moyen d'y arriver. D'ailleurs, une précision importante, le pacte de stabilité n'existe pas. Et non, ses limites officielles sont un déficit budgétaire limité à 3% par an et une dette limitée à 60% du PIB. La France a franchi ces seuils la plupart du temps. Actuellement, notre déficit public est près de 5% du PIB. On est loin des 3%, vous êtes d'accord? Et notre dette publique, elle dépasse les 110% du PIB depuis que le pacte a été mis en place. En 1997, ça date pas d'hier. Combien de fois la France a-t-elle été condamnée? 0. Le pacte n'a jamais été appliqué. Et donc, toutes les personnes qui nous racontent qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose à cause de Bruxelles sont soit des mythos, soit des menteurs, soit les deux. Et d'ailleurs, renseignez-vous, chers amis. Si vous lisez la procédure pour déficit excessif qui est annexée au traité de Maastricht, vous verrez que les sanctions doivent être votées par le Conseil, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne. Et c'est précisément parce que les États n'ont aucune envie de se sanctionner entre eux que ces sanctions n'ont jamais été décidées. Bref, nous avons des déficits de dingo, une dette publique de folie. Par le passé, la solution, ça a toujours plus ou moins été la croissance. Mais la croissance, c'est finito, comme l'explique très bien Jean Gadret dans son livre « Adieu à la croissance » qu'il faut absolument lire. L'avenir, ce sont malheureusement toujours plus de crises, d'inondations, de canicules, de sécheresses, une alimentation et une énergie qui coûtent toujours plus cher. La croissance ne reviendra pas. En réalité, si l'activité économique était correctement mesurée, nous verrions qu'en France, la croissance est en réalité négative depuis plusieurs années. Je prends un exemple. Dans le Pas-de-Calais, des maisons ont été détruites lors des inondations. Supposons que ces maisons soient reconstruites à l'identique. Les personnes qui y habitent ont le même niveau de richesse, le même niveau de bien-être qu'avant l'inondation. Leur situation ne s'est pas améliorée, elle n'a pas changé d'un pouce. Et pourtant, des matériaux ont été utilisés. Des femmes et des hommes ont travaillé, des machines ont tourné pour construire leur nouvelle maison identique à la précédente. Et donc, la construction de cette nouvelle maison a bien augmenté le PIB. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a eu la croissance de quelque chose? Non. Nous n'avons pas le choix. Nous devons trouver d'autres solutions que la croissance pour réduire nos déficits et notre dette. La solution de Bruno Le Maire et des autres ministres des Finances en Europe, ils ne se sont pas cassés la tête, c'est la plus simple, la plus bête qui soit, diminuer les dépenses publiques. Or, je vous le rappelle, toute dépense publique entraîne un gain privé. Le salaire des fonctionnaires, c'est le revenu d'une personne privée. Les aides versées actuellement aux agriculteurs, ce sont des gains pour des entreprises privées. Les commandes auprès des entreprises du BTP, le fameux secteur du bâtiment et des travaux publics. Ce sont là aussi encore et toujours des recettes privées. Donc lorsque l'État dépense moins, il abîme l'économie. Et en Europe, nous le savons mieux que personne.
Rappelez-vous, en 2008, la planète finance s'effondre sous le poids des prêts immobiliers pourris distribués par les banques américaines à leurs clients pauvres, les fameux prêts subprime. Un peu plus tard, on apprend que la Grèce a beaucoup menti sur ses comptes publics. Le déficit public y est très supérieur à ce que l'on croyait, la dette est énorme et les impôts ne rentrent pas du tout. Le pays menace de faire faillite car les États peuvent faire faillite. Eh oui. Et donc, afin de sauver l'euro, et non pas de sauver les Grecs dont tout le monde se fout, la Banque centrale européenne, la France, l'Allemagne et la Commission européenne acceptent de prêter de l'argent à la Grèce à condition qu'elle sabre comme jamais ses dépenses publiques. Se produit alors un massacre social sans précédent en Europe depuis les années 1930. Les salaires des fonctionnaires sont sabrés, le salaire minimum est massacré, la pauvreté explose, la jeunesse s'exile et va travailler en Allemagne. Et tout ça sans que l'argent européen n'entre en Grèce. Et non, l'argent si généreusement prêté par la France et l'Allemagne à l'État grec, où va-t-il ? Il va en fait directement dans les poches des banques privées françaises et allemandes qui avaient prêté comme des débiles à l'État grec et qui, comme toute banque qui se respecte, refusent de payer pour leurs erreurs. C'est du délire. Selon des économistes à l'époque, 90% de l'argent européen va dans les poches de la Société Générale, de la BNP, de la Deutsche Bank. Il n'arrive jamais à Athènes. Et attendez, il y a encore plus fort. Angela Merkel, à l'époque, avait pour priorité absolue de rassurer son électorat âgé et très conservateur. L'Allemagne a donc prêté à la Grèce à des taux d'intérêt très élevés. Résultat, non seulement cette aide n'a rien coûté à l'Allemagne, mais elle lui a rapporté. Et oui, l'Allemagne a gagné 3 milliards d'euros grâce à sa si généreuse aide à la Grèce. En Grèce, par contre, le système de santé s'est effondré. Les maladies s'y sont développées, comme le sida, la tuberculose. Ça a été tellement grave que selon deux excellents auteurs américains, le sociologue David Stuckler et l'épidémiologiste Sanjay Basu, on peut très sérieusement dire que l'austérité tue. C'est ce qu'ils démontrent dans leur ouvrage qui porte ce titre et qui est paru en 2014. Car les coupes dans les dépenses publiques en Grèce ont multiplié les dépressions et les suicides. La conclusion de Stuckler et Basu est sans appel. Le pire du pire, ce ne sont pas les crises économiques, mais les mauvaises politiques qui sont adoptées suite à ces crises. Rappelez-vous, nous l'avons vu lors de la vidéo consacrée au chômage. Le facteur décisif de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne en 1933, ce ne fut pas la crise économique de 1929, mais les politiques d'austérité décidées par le chancelier Brüning. Plus récemment, quel est le pays européen qui a le moins souffert suite à la crise financière mondiale de 2008 ? Ce fut la Belgique. Et pourquoi ? Parce qu'elle a été privée de gouvernement exactement à ce moment-là. Pendant exactement 541 jours, du 13 juin 2010 jusqu'au 5 décembre 2011, suite à des embrouillamini que seuls les Belges peuvent comprendre, et encore. Oui, pendant 18 mois, la Belgique n'a pas réellement été gouvernée. Aucune décision majeure n'y a été prise. La Belgique n'a donc pas décidé de mesures d'austérité. Résultat, moins de récession qu'ailleurs et une meilleure évolution de sa dette publique. La conclusion est limpide. Arrêtez les bêtises, mesdames et messieurs les ministres des Finances. Laissez les dépenses publiques tranquilles et occupez-vous plutôt de bâtir de vrais programmes de développement pour nos pays qui assurent une prospérité à long terme, fondée sur une économie écologique, avec des gens heureux et en bonne santé, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous le dites vous-même, écoutons ce célèbre ministre des Finances français. Il faut tirer un certain nombre de leçons du passé
et remonter à la crise financière de 2008 à 2011. La première leçon que l'on peut tirer est très simple. L'austérité est une impasse. Je le dis à tous nos partenaires européens qui pourraient être tentés par cette solution. Nous l'avons essayé et cela a été un échec. Vouloir rétablir trop rapidement les comptes publics, tailler dans les dépenses à la hache, se précipiter dans la réduction de la dette sans croissance, a entraîné l'appauvrissement des pays européens. Les chiffres sont sans appel. Cette austérité a mis à genoux un certain nombre de pays européens qui ont mis des années à s'en relever. Je pense à la Grèce, qui n'a retrouvé la croissance qu'en 2014, après 6 ans de récession. Je pense à l'Irlande, au Portugal, à l'Espagne, qui ont souffert de coupes drastiques dans l'investissement public, car lorsque vous faites le choix de l'austérité, les premières dépenses dans lesquelles vous coupez sont toujours les dépenses d'investissement dans l'innovation, la recherche, l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est-à-dire celles qui garantissent l'avenir d'un pays. Fin de citation. Vous l'avez peut-être deviné, le ministre des Finances qui parle aussi bien, c'est notre cher Bruno Le Maire. C'était le 22 février 2022, lors d'une audition devant la Commission des Finances du Sénat. 22 février 2022, il y a 2 ans ou il y a 2 siècles? Car qu'est-ce qu'a décidé Bruno il y a 2 semaines? De massacrer en premier les budgets de l'éducation, de la recherche, de l'écologie, du travail, de la cohésion des territoires. Il fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ne fallait pas faire il y a 2 ans. Et si cela ne suffisait pas, Gabriel Attal va encore réduire les allocations versées aux chômeurs. Le résultat de ces politiques est connu d'avance. Plus de chômage, plus de pauvreté, évidemment, mais aussi plus de déficit, car les politiques d'austérité, en réduisant l'activité économique, font chuter le PIB. Certes, les dépenses publiques diminuent, mais le PIB aussi. Et donc le ratio entre les dettes publiques et le PIB ne diminue pas et il peut même augmenter. Regardez, Bruno Le Maire le dit lui-même, toujours devant le Sénat. Selon lui, les politiques d'austérité ont entraîné, je le cite, une explosion de la dette publique de la zone euro qui est passée de 66% du PIB en 2007 à plus de 90% en 2012. Donc je répète pour que ce soit bien clair, quand les dépenses publiques diminuent, la dette augmente. C'est marrant l'économie, non? Les politiques d'austérité, c'est donc perdant pour l'économie, perdant pour la société, pour l'État, pour la santé mentale des habitants, pour l'avenir du pays. Bon, mais le déficit est bien là, alors quelle solution? Je crois que je l'ai déjà dit et je le répète, il me semble impossible, ou plus exactement idiot, de diminuer les dépenses publiques. Oh certes, il y a trop de bureaucratie dans les services publics, je le sais, croyez-moi, j'en souffre au quotidien. Mais il manque aussi plein d'emplois publics. Pour juste prendre un exemple, dans mon université, nous n'avons pas de réel service d'insertion professionnelle pour les étudiants. C'est intelligent ça? C'est efficace? Et il nous manque aussi en France un grand service public, de la rénovation énergétique, de la transition écologique, qui conseillerait les ménages comme les entreprises. On sait qu'il nous manque plein de profs, d'infirmières dans des tas d'endroits. Et il y a les déserts médicaux. Rendez-vous compte, en France, plus d'1 personne sur 10 n'a pas de médecin traitant. Enfin, il y a l'incroyable chute du niveau de vie des fonctionnaires. Il faudrait augmenter leur salaire de 25% pour combler les pertes de ces dernières années. Permettez-moi d'insister là-dessus. Je vous rappelle que nous vivons dans un pays où les jeunes sont libres de choisir leur métier, et heureusement. Ces jeunes détestent à raison le service public où les ordinateurs ont 1000 ans, où les locaux sont laids, où la bureaucratie nous empêche de travailler. Si vous voulez que ces jeunes choisissent le service public, il faudra bien, et même très bien les payer. Sinon, ils et elles ne viendront pas. À votre avis, pourquoi est-ce que le niveau scolaire de nos élèves chute autant? Parce que le niveau des professeurs recrutés a fortement baissé ces dernières décennies. Eh oui. Quand on paye une professeure de maths ou de français au collège 2 000 € net par mois, qui va se faire insulter toute la journée,
Est-ce qu'on attire les meilleures étudiantes en français et en maths du pays? Non. Donc même si vous arriviez à supprimer 25% de la bureaucratie en France, ce qu'aucun pays n'a jamais fait, pas même Thatcher au Royaume-Uni ou Reagan aux États-Unis, vous ne parviendrez pas à réduire les dépenses publiques parce que, je le répète, il est nécessaire de très fortement augmenter les salaires des fonctionnaires. Mais alors, quelle solution? Il y en a quand même. La première, à mon avis, ce serait d'avoir un gouvernement impitoyable avec toutes les formes d'évasion fiscale, de fraude fiscale et sociale des entreprises. Dans le domaine de la santé, celles et ceux qui nous coûtent le plus cher, ce ne sont pas les arrêts maladie abusifs, comme dit le gouvernement. Ce sont nos chères blouses blanches, comme ces kinés qui facturent à la Sécu des centaines de séances qu'ils n'ont jamais effectuées. Mais même avec un État absolument dur avec les entreprises, on peut certes récupérer quelques milliards, mais pas plus. Et non pas des dizaines de milliards comme on le voit souvent. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas réaliste. Mais alors que faire? Bernard, on veut des milliards! Bernard, on veut des milliards! Oui, taxer les riches, bien sûr, ils ne cessent de le demander eux-mêmes. Non, c'est vrai. Ils ont encore signé un appel lors du dernier sommet de Davos en Suisse, demandant à être plus taxés. Mais là non plus, les amis, il ne faut pas rêver. En France, les riches ne sont pas suffisamment richissimes, ni suffisamment nombreux, et heureusement, pour que même si on les taxait beaucoup, cela fasse une différence suffisante. La seule vraie solution, à mon avis, ce serait de taxer par contre beaucoup plus lourdement l'héritage. Les inégalités de patrimoine sont monstrueuses dans notre pays, entre d'un côté ces familles qui ont 2 ou 3 résidences secondaires, qui ont hérité des actions de papa et maman, qui ont des placements financiers un peu partout, vous savez, juste une petite assurance vie par-ci par-là. Et de l'autre, ces ouvriers, ces femmes de ménage, ces livreurs, ces vendeurs, ces serveuses, ces caissières, qui triment toute l'année et ne partent jamais en vacances. Pour moi, la solution, elle est là. Taxer vraiment, vraiment, le gigantesque patrimoine des Français fortunés. Il est là, le trésor. C'est là qu'il est. Et je me permets de vous rappeler pour le plaisir que la vraie théorie libérale, celle de la concurrence de tous contre tous, celle du « tout le monde est à égalité sur la ligne de départ », cette vraie théorie libérale, donc, nécessite évidemment, absolument, la suppression de tout héritage. Supprimer l'héritage? La gauche de gauche est pour. Les libéraux sont pour. Génial. Surtout que dans la réalité, les familles riches ont 1000 façons d'aider leur progéniture sans recourir à un héritage officiel. Elles leur payent leurs études, elles leur achètent leur logement, la voiture, les vacances, etc. Savez-vous que dans notre pays, depuis les réformes de Nicolas Sarkozy, il est légal de verser, tenez-vous bien, des centaines de milliers d'euros à vos enfants et à vos petits-enfants au cours de votre vie, sans payer un seul centime d'impôt. Tous les arguments semblent réunis en faveur d'une taxation beaucoup plus lourde des héritages et des patrimoines. Mais seulement voilà, l'avenir nous terrifie, et à juste titre malheureusement. Nous nous accrochons tous à ce que nous pouvons, à ce que nous avons, au peu que nous pourrons transmettre à nos filles et à nos fils. Et donc, dans la population, autour de moi, la grande majorité des gens est opposée à la taxation de l'héritage. Je sais, j'ai essayé plein de fois de défendre cette idée. Évidemment, il faudrait mettre une limite, autoriser de petits héritages. Jusqu'à combien? Je ne sais pas, moi. 500 000 euros, 1 million? C'est beaucoup déjà, c'est énorme même. Permettre de garder la maison des parents, etc. Tout cela, ce serait une discussion politique. Mais, pardon si je dépasse un peu les bornes, mais je me permets de vous mettre en garde. Si vous n'êtes pas en faveur d'une taxation bien plus lourde de l'héritage, vous garantissez malheureusement la perpétuation des déficits publics, de la dette publique, l'effondrement des services publics et même la montée de la pauvreté. Je crains vraiment que cette politique soit la seule solution réaliste qui nous reste. Mais au moins, cette solution est parfaitement réaliste sur le plan économique, elle pourrait marcher, et donc ce n'est que, si j'ose dire, un problème politique. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette chronique Comprendre l'écho, que vous pouvez retrouver plus ou moins une fois par mois le mardi. Pour ne pas rater mes chroniques, mais surtout les autres excellentes productions de Blast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Blast
et à activer la petite cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère de tout mon cœur, pensez à mettre un pouce bleu. Et pour celles et ceux qui le peuvent, qui ont des sous en trop, qui ne savent pas quoi en faire, à financer Blast en faisant un don ou en vous abonnant, car ce média a absolument besoin de vous, de votre soutien. Si vous le souhaitez, on se retrouve bientôt pour parler de cette idée folle qui est à l'origine de bien des problèmes. Alors comme ça, le libre-échange serait profitable à tous. Ce libre-échange, cette ouverture totale des frontières aux importations, dénoncée par les agriculteurs, les industriels, les chômeurs, nous verrons ensemble comment une croyance aussi folle a pu conquérir tant de brillants esprits. À bientôt sur Blast.